tout commence par la terre, puisque, je veux dire, nous autres, c'est la terre qui nous a portés un jour ou un autre. On vient tous de là. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, donc si on veut prendre le Belgian Owl et le décortiquer un petit peu, donc d'abord le nom, ça veut dire le hibou belge. Hein. Donc si on part du Belgian Owl, le hibou belge, c'est un Belgian Single Malt Whisky. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que whisky, c'est une appellation européenne contrôlée. Donc, dans tous les États européens, pour autant qu'ils respectent le cahier des charges whisky, ils peuvent en faire. C'est contrôlé quand même, c'est pas du whisky comme on veut. À Keneni, non, non, c'est du whisky fait avec un cahier des charges bien spécifique. Alors, si on dit qu'on fait un whisky, dans les whiskies, il y a deux familles, les whiskies de grain et les whiskies de malt. Les whiskies de grain, c'est tout type de céréales. Les whiskies de malt, ce n'est que de l'orge maltée. Les whiskies de grain peuvent être distillés en colonne. Les whiskies de malt ne seront distillés qu'avec des alambics à col de cygne, comme tu le vois ici derrière. Col de cygne, c'est la partie qui fait un peu la forme du col de cygne, ainsi donc. Oui, oui, oui. Okay? Donc, ça, c'est pour les maltes. Single, ça veut dire que c'est distillé dans une seule distillerie. Nous y sommes. Belgian whisky, ça veut dire que c'est distillé en Belgique. Mais distillé en Belgique, après ce que je vais t'expliquer, étant donné que la distillation n'est que la récupération des senteurs et des parfums qui se créent à la fermentation et qui, elles, se créent au prorata de ce que la terre a pu apporter comme diversité, si tu dis que c'est belge parce que c'est distillé en Belgique, c'est comme si tu disais que la soupe est belge parce que tu mixes la soupe en Belgique, quoi. Ouais, mais d'où viennent les ingrédients, il n'en est pas fait question. Donc, moi, ça me gênait un petit peu qu'on fasse des appellations si floues. Et donc, nous autres, ce qu'on fait sur notre bouteille de Belgian Owl, on rajoute, je vais le dire en anglais, barley raised in Belgium, orge cultivée en Belgique. Comme ça, on sait d'où viennent les ingrédients. Voilà, tout à fait. Voilà, parce que ce que moi j'explique, c'est que la terre a toujours un impact sur les produits qu'elle porte. On le voit dans les raisins. Tu prends un raisin Merlot dans le sud-ouest de la France ou dans le Bordelais, tu n'obtiendras pas le même vin. C'est le même raisin, le climat est un petit peu différent, mais voilà. Donc la terre, pour moi, dans le monde des whiskies de Malte, a aussi son importance. Et donc la terre sur laquelle nous cultivons l'orge, puisque nous n'utilisons que deux ingrédients nous, pour faire un whisky de Malte, l'eau, et en Belgique, on est béni, hein, celle qui nous tombe dessus ou bien celle qui vient d'en dessous. Nous autres, on utilise de l'eau qui vient de la nappe phréatique de Hesbaye, qui est là où vous avez aussi là où on a nos cultures d'orge, tout à fait. Et alors l'orge que nous utilisons, c'est aussi de l'orge qui est cultivée sur cette terre de Hesbaye, cette riche, limoneuse terre de Hesbaye. Et quand on dit riche, c'est riche parce que, en fait, toute la richesse de la terre vient de sa diversité. Et la terre de Hesbaye est quand même une des 3 plus belles terres réputées au niveau de la qualité de la richesse de sa terre pour l'orge ou les céréales en général. Mais nous, ce n'est que l'orge qui nous intéresse, puisque l'orge va être maltée et donc perdra son nom de orge et prendra son nom de malt. Ben, quand on a fait la récolte, donc pour te dire au niveau des étapes, nous, on utilise un orge de printemps. Donc, tu as les orges d'hiver, les orges de printemps. Les orges d'hiver, tu les plantes avant l'hiver. Les orges de printemps, tu les plantes au printemps. Ça paraît logique. C'est un orge 2 rangs, donc il y a 2 grains qui se font face à face. Et le petit nom de notre orge, c'est Sébastien. Voilà, comme ça, tu sais tout. Voilà. Donc, ça, c'est l'orge 2 rangs de printemps que nous utilisons. On va le planter dans la terre au mois de mars. Fin mars, mi-mars, début avril, en fonction des conditions climatiques. Il va être récolté mi-juillet, fin juillet, suivant le climat. Donc, il faut qu'il soit sec, suffisamment sec que pour être récolté. Donc, voilà. Ça, c'est en ce qui concerne l'orge que nous utilisons. L'eau, la Hesbaye, sur laquelle nous cultivons, c'est créé au Crétacé secondaire. Ne me demande pas exactement quand c'était, mais c'était à ce moment-là. Voilà. Ça veut dire qu'on a une belle terre limoneuse, puis une belle zone calcaire, et en dessous, on a de l'argile qui empêche l'eau d'aller plus bas. On est donc sur une nappe phréatique. Ça ne veut pas dire qu'on marche sur l'eau en dessous, mais l'eau percole, quoi. Tout à fait.
C'est un petit avantage, c'est qu'en période de sécheresse, comme on a quand même 15 à 25 mètres de calcaire qui sont imprégnés d'eau, si c'est sec au-dessus, la terre fait papier buvard et l'eau va gentiment remonter. On n'a pas des geysers, hein, on n'est pas en Irlande, on est en Islande. Tout à fait, c'est un avantage qu'on a. Alors, donc, pour continuer, donc, à partir du moment où on a l'orge qui est cultivée sur ce Crétacé secondaire, qui prend toute sa richesse et toute sa diversité, on va le récolter mi-juillet, fin juillet, début août, en fonction des conditions climatiques. On va le stocker 4 mois parce qu'il a une période de dormance. Et puis, on va l'emmener à la malterie. La malterie qui travaille avec nous, c'est la malterie du château de Belleuil, donc à Belleuil, comme son nom l'indique. Et là, qu'est-ce qui se passe avec l'orge? On va le pousser pendant 2 jours dans de l'eau pour l'humidifier, alors qu'il était resté sec jusqu'à ce moment-là. Et on va l'étaler sur des grandes, comme je dirais, un grand sol, et il va germer. Dès qu'il a germé de 2 mm, on stoppe sa germination en le séchant à nouveau. Et donc, le fait qu'il ait germé, il aura été malté et il va perdre à ce moment-là son nom de orge pour prendre son nom de malt. D'où, quand on dit un whisky de malt, 100% de l'orge, toujours à la base, mais qui a été légèrement germé. Ça adoucit un petit peu, ça donne des petites spécificités différentes. En fait, ça permet aux enzymes de commencer à travailler. Et c'est important pour nous d'arriver à séparer la chaîne de sucre qui est dans l'orge, qu'on appelle de l'amidon, pour le libérer en sucre simple qui sera fermenticible. Et un sucre simple, c'est 2 parties d'alcool. Et comme ce que je te ferai déguster ou ce qu'on dégustera à la fin du reportage, c'est un petit verre quand même d'alcool et pas simplement d'eau, puisque le whisky est un alcool, toujours avec modération bien entendu, ben, il faut bien que j'arrive à séparer les parties. Alors, comment est-ce que ça se passe concrètement? Je prends le malt, je le concasse, donc je n'en fais pas de la farine, mais j'éclate le grain, je le remets dans l'eau pendant 8 heures. Pour donner une idée, je vais prendre 4 tonnes de malt, je vais le mettre dans 20 ml d'eau chaude, un peu comme on fait avec les pommes de terre, sauf que la cuisinière, pour ces pommes de terre, c'est 20 minutes et les pommes de terre sont cuites. Et ici, ça va nous prendre 8 heures. On va laisser par palier le malt mouillé se libérer. Donc, la chaîne d'amidon va se libérer en sucre simple, tout à fait. On va rester à 3-4 paliers différents pendant un certain temps. Et l'objectif est vraiment de libérer tous ces sucres. Ce qui fait qu'une fois que ces 8 heures-là de macération sont passées, en anglais ça se dit le mash, eh bien on va avoir un jus sucré de malt. Ce jus sucré de malt, je le mets dans une... On dit qu'il est sucré, il est vraiment sucré? Tu le bois, c'est sucré. Dans certaines peuplades, ils prennent ça, ils le mangent comme ça. Voilà, parce que on digère difficilement le malt ou l'orge, non toujours sous forme de sa chaîne d'amidon, mais une fois que l'amidon est libéré sous forme de sucre, c'est comme pour nos pommes de terre ou comme pour le riz ou comme pour tant d'autres choses. C'est ce qu'on appelle les sucres lents. Voilà, ça aussi. Une fois que j'ai mon jus de malt, j'ai 24 ml de jus de malt, je vais les mettre dans une cuve pendant 72 heures et je vais laisser fermenter le produit. Donc la fermentation, j'y remets peut-être un tout petit peu de levure tout à fait neutre pour être sûr que la fermentation démarre tout à fait bien. Et 72 heures après, les levures, elles ont pour objectif de couper les sucres en deux. Elles viennent prendre une petite particule de CO2 qui s'échappe. C'est pour ça que tu as toujours un peu de CO2 qui s'évade comme ça quand il y a une fermentation. Et tu vas avoir 2 parties d'alcool. Ces parties d'alcool vont pouvoir se recomposer à un moment ou à un autre avec la richesse de la terre. Donc, s'il y a eu un peu de cuivre, un peu de calcium, un peu de magnésium, enfin, tout ce qu'il peut y avoir dans la terre, va se lier avec les parties d'alcool qui viennent de se créer et dégager des senteurs et des parfums. D'où la qualité de la terre est importante, on en revient. Et voilà, c'est ma conviction. Bon, on verra bien d'ici 10, 15, 20, 25 ans. Hein. Si tu reviendras, tu me diras, hey, mes petites filles, c'était juste hein, ce que tu avais dit, ou bien qu'est-ce que tu nous as dit comme carabistouille. Hein. Non, mais je pense que c'est... Moi, je suis convaincu. Voilà, moi je suis convaincu qu'il faut respecter la terre aussi. Et pour refaire un petit saut en arrière par rapport à la culture, on est en culture raisonnée. Donc on a des bandes par exemple de 15 à 25 mètres qui bordent nos champs, sur lesquels on ne va pas cultiver, mais on y plante
de tout, les graminées, etc., pour que la faune en hiver ait de quoi s'abriter, peut-être manger et faire ce qu'elle doit faire, mais en même temps, c'est un milieu naturel reconstitué. Moi, je le dis comme ça, c'est peut-être pas vraiment la bonne formule, mais il y a là-dedans des pucerons, des coccinelles et tout, si la culture est envahie par des pucerons qui sont présents, directement, les coccinelles qui sont leurs prédateurs naturels vont s'en donner à cœur joie également et réguler tout le bazar. Donc, nous, on va intervenir toujours a posteriori, jamais antériori, enfin, si on peut le dire. Donc, on ne va pas, pour parler très crûment, pulvériser avant. Si après la nature n'a pas su se réguler, on interviendra, donc on n'est pas bio, mais voilà, on fait avec de la raison une culture tout à fait raisonnée. Tout à fait. Et alors, mon but à moi aussi, c'était de diversifier l'agriculture de chez nous en la valorisant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu demandais à l'époque, et encore maintenant, à un agriculteur, ben, il me faudra pour l'année prochaine 100 tonnes d'orge. Il venait de voir, il te tapait sur l'épaule, il dit, t'as pas un meilleur plan, quoi, hein? Des carottes, oui, du lin, des pommes de terre, des betteraves, mais pas de l'orge, s'il te plaît. Pourquoi? Parce que les marchés céréaliers sont régis par les grandes bourses internationales. Chicago, à gauche, en veux-tu, en voilà, avec des spéculateurs. Et il arrive fréquemment que la spéculation fait que le prix mondial de l'orge est inférieur au prix de revient honnête et cohérent que pour que l'agriculteur puisse prendre un bénéfice. Voilà, on l'a vu avec le lait, ben, c'est la même chose avec les céréales. Donc, quand j'en ai parlé à Pierre Roberti, donc au moment de commencer tout ça, il m'explique là ce que je t'ai expliqué concernant le Crétacé secondaire de Hesbaye, la qualité de la terre de chez nous et tout. Et puis je dis, ben, ça va, tu m'as convaincu, on va commencer avec de l'orge cultivée sur nos terres de Hesbaye. Et il me dit, oui, mais il y a un problème, le prix. Je dis, on n'a pas parlé de prix. Ben, il dit, si, mais voilà, mais le prix, dit-il, est fixé par les bourses internationales. Je dis, on va remettre les choses bien relax et bien à l'aise. Le prix, ce sera toi qui le fixeras. Et donc, ici, c'est l'agriculteur qui fixe le prix de son orge. Il y a un minimum en dessous duquel on ne descendra jamais et qu'il a fixé, qui peut toujours corriger en fonction de paramètres qui évoluent à un moment ou à un autre, en le justifiant, et puis voilà. Mais il n'y a pas de limite au-dessus. Donc, si la spéculation fait monter l'orge à 4 fois le prix normal, ben nous, on l'achètera à 4 fois le prix normal, plus un petit bonus, par exemple. Par contre, si ça descend en dessous du prix de revient, ben, nous, on a une limite inférieure que l'agriculteur a fixée. Et c'est comme ça que je l'ai voulu. Et donc, ça permet de diversifier l'agriculture parce qu'on ne va pas utiliser l'orge pour faire du pain, ou bien pour faire de l'ovomaltine, ou bien pour faire d'autres choses, que sais-je. Voilà, on va en faire du whisky, ce qu'on ne faisait pas encore en Belgique auparavant avec l'orge. Et en plus, il est valorisé parce que c'est l'agriculteur qui va fixer son propre prix. Comme ça, on est bien à l'aise. Parce que après, on me dit, oui, mais le Belgiano, c'est un produit qui est un peu cher. Oui, mais j'ai jamais dit que je voulais faire un whisky bon marché. J'ai dit que je voulais faire le meilleur whisky du monde qui pourra un jour exister, en respectant tout le monde et en respectant aussi l'agriculteur et à toutes les étapes. Et donc, comme ça, selon faire de la qualité, tout revient toujours à la qualité, à la saveur. Tout à fait, parce que ce qu'on demande, c'est, on ne demande pas des rendements maximum à la terre, on lui demande des rendements minimum, tout à fait honnête. On prend de l'orge de 2 rangs au lieu de l'orge de 6 rangs. Enfin, j'ai mis tout en place pour que ça se passe bien. Donc ça, c'est la partie agricole, si tu veux. Puis alors, après, je reviendrai aussi un petit peu sur la partie finance, parce que c'est un projet où, tu vas le voir, quand le produit va dormir, il doit dormir, enfin, il doit reposer, vieillir dans les fûts en bois pendant 3 années minimum. Donc, il faut avancer la production de 3-4 années pour arriver à un bon résultat. Et là, je vais dire, si tu demandes à une banque qui vienne un petit peu à ton secours, un produit qui n'existe pas, peut-être qu'il sera le meilleur du monde, mais ils ne le savent pas. Ou tu n'as encore rien à leur montrer, etc., ce n'est pas vraiment leur trip, quoi. Oui, ou alors il faut faire appel à... Moi, je dis ça, c'est un ami maintenant, c'est Christian Polis qui est venu avec nous.
mais c'est des financiers qui osent prendre des risques dans des aventures où les banques ne suivraient pas nécessairement le projet parce que ben, ça sort de leurs compétences. Une banque, elle n'est pas faite pour travailler avec des risques, elle est faite normalement. Mais bon, ça se remet de mieux en mieux, mais elle est faite pour travailler avec des risques cohérents, des choses qu'on connaît. Ici, on avance dans une aventure tout à fait inconnue, puisque ça ne s'était jamais fait en Belgique avec de l'orge cultivée chez nous. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour la partie un peu financière. Une fois que, pour revenir sur le process, que l'orge a été macérée, fermentée, après on arrive à la distillation, raison pour laquelle on est devant ces appareils ici. Ici, c'est la distillation. Alors, la distillation, c'est quoi? Ben, c'est travailler sur le point d'ébullition du produit. Donc, l'eau s'évapore à 100 degrés, l'alcool autour de 78 degrés Celsius. On parle de degrés Celsius, bien entendu. Et donc, si on chauffe, je vais évaporer, donc ici, je chauffe à feu vif, une cuve de 500 litres qui va évaporer d'abord les vapeurs d'alcool par densité en fonction de leur légèreté ou de leur lourdeur. Et dès que j'arrive à 100 degrés Celsius, c'est que j'ai évaporé tout l'alcool et que c'est autour de l'eau à s'évaporer. À ce moment-là, bien sûr, j'arrête la distillation, puisque, de nouveau, je ne vais pas te faire goûter de l'eau distillée, mais un excellent whisky de Malte. Donc voilà. Et donc, ces vapeurs d'alcool s'évaporent, passent dans le col de cygne, et elles se condensent dans le serpentin qui est en fait, tu as le tuyau que tu vois au-dessus. Ah oui, là, c'est de l'eau froide pour recondenser le bazar. Donc, tu évapores, tu condenses, c'est le principe de la distillation. Voilà. Tout se passe là-dedans. Pour les whisky de Malte, on doit distiller 2 fois. C'est une double distillation. Donc, la première distillation, je peux l'opérer sans la surveillance d'un agent du domaine des douanes et accises de Belgique. Oui, pourquoi? C'est assez surveillé, non? Ah ben, tout... L'alcool en général, mais enfin, voilà. Ici, je crée de l'alcool. Oui. Comme l'alcool est soumis à un droit d'accise, eh bien, le droit d'accise est un droit de l'État. Ça vient de Napoléon en directe ligne. Et le droit d'accise est de 17,52 € du litre au jour d'aujourd'hui. Donc, on est le 24 janvier 2012. C'est comme ça. On va un peu voir ce que nos gouvernements vont dire. Mais, et si ça change, ben, on changera. Mais aujourd'hui, c'est 17,52 € du litre d'alcool produit. Donc, pour faire mon whisky, je dois distiller 2 fois. La première fois, j'écrème l'alcool, je récolte l'alcool, je sépare l'alcool du non-alcool et je peux le faire sans la présence d'un agent du domaine des douanes et accises de Belgique parce que j'ai des scellés partout sur ma machine. On ira les voir après, si tu veux. Oui, c'est assez curieux. Voilà. Et alors, de Napoléon, on en a parlé justement. Tout à fait. Ben, c'est une obligation légale et c'est donc aussi une interdiction. C'est en fait le crime le plus puni en Belgique, puisque si on enlève un scellé et qu'on distille sans autorisation, eh bien là, on est mis au secret 5 jours. Comme ça se passait encore. Comme ça se passait du temps de Napoléon. Voilà. Donc, si je comprends bien, dès que vous ouvrez votre distillation, il faut qu'après Ah oui. Et à la deuxième, ici, je distille la première fois, donc j'ai un alcomètre, un densimètre et un thermomètre là-dedans, donc je sais voir où j'en suis. Quand là, j'arrive à distiller de l'eau, j'arrête, ça n'est plus le but. Mais ce qui est là est toujours propre à la consommation parce que je n'ai pas enlevé le début, la fin, la tête et la queue. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois reprendre ce qui est dans la cuve inox qu'on appelle un vaisseau mesureur, remettre ce qu'on appelle un low wine, le premier distillat à 20 bas. Voilà. Donc ce low wine, je vais le remettre à l'intérieur des alambics, refaire une distillation, mais je dois à ce moment-là appeler un agent du domaine des douanes et accises de Belgique pour qu'il enlève les scellés sur la partie finale du serpentin pour que je puisse sentir et goûter, enlever le début, enlever la fin pour garder le cœur du distillat. Donc il faut toujours un agent présent quand on sort la Ah, ou une. Ou une, ça peut arriver aussi. Enfin bon, une personne. Quelqu'un de responsable du domaine des douanes et accises qui ne peut pas être filmé. Donc, elle serait même ici, tu ne pourrais pas la filmer. Eh bien, voilà une législation qu'on ne connaissait pas. Ben voilà. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais à la deuxième distillation? J'enlève le début, j'enlève la fin, je garde le cœur. Ça, c'est la signature du distillateur. Pour l'expliquer très schématiquement, le début est là, la fin est là, le cœur est là. Ben, le cœur, je peux le prendre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça,
Voilà, il y a 1000 façons de prendre le cœur. Et ça, c'est le nez et le goût du distillateur. C'est la signature. Évidemment, le début, la fin sont là, le cœur est là. Si je le prends comme ça, ben, je vais avoir plus de produits, je vais être plus rentable, peut-être qu'il sera un peu moins cher, mais je serai plus près de ce que je vais enlever. Si je prends le cœur du cœur, ben, inversement, je serai un peu plus cher, mais je serai peut-être plus dans ce qui va faire le velouté ou bien le spécialement sympa. C'est un nez, tout à fait, à part que ce n'est pas des parfums pour se parfumer, mais c'est les parfums, voilà, c'est la récolte en fait de ce que la nature a de meilleur et qu'elle nous apporte. Tout à fait. On vient de la terre du départ. Voilà. Dans la bouteille, c'est un produit de la terre. Exactement. Alors ce qui coule, bien sûr, comme c'est une vapeur condensée, ça n'a pas de couleur. Je te le montrerai tantôt avec une bouteille. Ben, parce que ici, comme les scellés sont mis, je ne peux pas les enlever de mon propre chef. Hein. Tu comprends que ce serait un peu délicat. Mais je te montrerai ce que ça donne dans une bouteille, puis après 8 mois, puis après 3 ans. Parce qu'une fois que le produit est fait, je vais les stocker dans ces tonneaux en bois qui font 200 litres actuellement, mais les tonneaux peuvent aller jusqu'à 700 litres pour te donner une idée. Voilà. Mais il faut que le distillat, le New Spirit, le jeune distillat ou le nouveau distillat, repose, vieillisse 3 années minimum dans des tonneaux en bois. Donc 3 années plus un jour, hein, pour dire d'être sûr. Quoi. Des tonneaux, il n'y a rien eu avant ou bien parce que il me semble que j'ai déjà Ah si, parlé. en fait, 60% du caractère du futur whisky va venir du vieillissement. 40%, c'est la nature et sa récolte. Et 60% minimum, parce que ça va aller croissant, plus tu vas laisser le produit dans le tonneau, plus le tonneau va donner son impact. Et en fait, le tonneau, c'est comme, allez, je vais dire, une entité de senteurs et de parfums qui va les donner au distillat et il va y avoir une interaction, un mariage, une osmose, voilà. Et donc, petit à petit, les senteurs et les parfums du bois vont venir se marier avec les senteurs et les parfums du distillat. Exactement. Et comme la distillation, et tu le verras, récoltant les senteurs et les parfums qui sont créés à la fermentation et qui sont en directe relation avec le terroir de chez nous, ici, ben, ça peut sentir, même qu'il n'y en a pas, il n'y a que de l'orge maltée, du malt et de l'eau, ça peut sentir la poire, ça peut sentir la violette, le lys, le lilas, ça peut sentir la mandarine, la reine Claude, la framboise. Ça peut être très riche ou pas du tout en fonction de ce que la terre a été au début et de ce que la fermentation a donné. Puisqu'on les a, on a récolté ces senteurs et ces parfums ici. Et ce côté fruité et floral va se marier pendant 3 ans, jusque plus, voire 25 ans. Allez, j'aurai à 25 ans quand j'aurai 70 ans d'âge, donc ça va, hein, on a le temps. Je ne suis pas pressé, hein, mais bon, on le goûtera quand même, hein, on sera tous là bien ensemble. Donc, ce que je disais, les tonneaux vont chacun apporter leur petite touche. Alors, si c'est un tonneau qui est neuf, ben, il va peut-être donner trop d'impact, tu ne sentiras plus le côté fruité et floral, tu n'auras plus que le côté boisé. Si c'est un tonneau qui a servi tellement de fois qu'il ne sait plus rien donner, ben, ça paraît aussi normal, tu ne vas plus rien avoir à l'intérieur non plus. Donc, il faut le juste équilibre. Et c'est ce juste équilibre-là qui est difficile à faire et qui est le choix de chaque distillerie ou de chaque distillateur. À l'heure actuelle, nous autres, on utilise des tonneaux en chêne américain qui ont déjà été utilisés une première fois et dont c'est la deuxième utilisation. Pour du whisky américain bourbon. Mais on aurait pu les mettre dans des tonneaux qui ont contenu du sherry ou du porto ou du madère. Enfin, voilà. Il ne faut pas nécessairement des fûts neufs. Ça ne doit pas être des fûts neufs nécessairement. Et au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben à ce moment-là, 3 ans plus un jour, tu as droit à cette appellation whisky de Malte. En ce qui nous concerne belge, puisque c'est distillé en Belgique, encore plus belge, puisque nous, les ingrédients viennent de Belgique et c'est dans notre cahier des charges, donc ça ne changera jamais. Ou alors nous ne nous appellerions plus Belgianol, ce sera autre chose, alors, mais on ne le fera pas. On a assez d'orge et de terre ici à Esbeil, donc tout va bien de ce côté-là. Étienne, je me pose une question depuis tout à l'heure, parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Oui. Mais ça t'est venu comment, ça? Parce qu'avant, tu ne faisais pas de whisky. Hein. Bon, il y a combien de temps donc j'ai rempli mon premier tonneau le 29 octobre 2004. Ah oui. Hein, donc... c'est parti comment? Pourquoi? Ben, parce que bon, il y a quand même le péquet, on va le dire. Voilà, ben, j'avais une tradition familiale de liquoriste et même de négociant en vin, si on reprend mon arrière-grand-père.
puisque mon arrière-grand-père a été, je crois, négociant sur la Grande Place de Beaune. M'a dit mon grand-père, mais je n'ai pas été vérifié, je n'existais pas à ce moment-là. Donc je dis, on a c'est vrai une belle tradition familiale de liquoriste. C'est vrai que j'ai fait le pas en 1993 de devenir distillateur, donc d'acquérir ces deux alambics, qui sont deux alambics qui ont été créés en 1880 en Suisse. Pour te donner une petite idée aussi sur la technologie à l'époque, c'était rustique. Ça veut dire quoi? Les embouts, ils sont faits main, donc ce ne sont pas des standards d'aujourd'hui. Pour nous, un robinet, quand il est fermé, il est comme ça. Ça veut dire qu'il est fermé. S'il est comme ça veut dire qu'il est ouvert. Pour eux, comme ça, c'est parfois fermé, parfois ouvert, parfois fermé, parfois ouvert. Celui que tu vois là, de l'autre côté, il est fermé, alors qu'il est comme ça. Donc, il faut connaître les machines pour travailler avec à cette époque-là, quoi. Alors, donc ces machines-là, je les ai récupérées, j'ai retravaillé avec. Donc, de Orle Distillerie, je l'ai créé en 2004. Auparavant, je travaillais avec la distillerie Lambicool. Et là, c'est un peu mon atelier de création. Là, je fais tout ce qui me passe par la tête. C'est un peu comme Van Gogh ou bien Rembrandt, ou bien ils commençaient à peindre. Moi, j'ai commencé à distiller. Je vais dire un peu de tout ce qui se distille. Voilà, tout à fait. Et ça, le whisky, parce que j'avais distillé des fruits, j'avais distillé des bières spéciales belges, etc. Et puis, je cherchais ce qui pouvait le mieux mettre en valeur notre terroir, notre région. Et ce qui peut le plus mettre en valeur notre terroir et notre région, et je le dis, je vais dire même nationalement, puisque la S-Bay est à la fois S-Bay et Aspen Go. Et que, voilà, het is een tweetalige grond. Omdat enfin, je vais le dire en français ce coup-ci, parce que voilà, mais la frontière linguistique, elle n'a pas séparé la géologie du terrain. Donc, ça part des deux côtés, quoi. Donc, on est vraiment sur un pure région bilingue, tout à fait 100% belge. Le terroir de chez nous. Et donc, ça, c'était mon objectif, plus de valoriser le travail de l'agriculture, où je trouve que c'est une tellement grande richesse et tellement dommage que parfois ils sont en peine avec toutes ces spéculations internationales, que si, de mon côté, avec un whisky typiquement d'Amonozote, si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice de faire en sorte que il puisse être, qu'il y ait un mieux-être au niveau agricole, tant mieux. Voilà. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Très belle démarche, finalement, qui est très riche aussi pour soi aussi. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et mentalement, quelque part, ça fait du bien. Moi, ça m'amuse tous les jours. Donc voilà, je suppose que ça se voit. Et puis que le produit, ça en ressort aussi. Et pour terminer la petite explication, en fait, comme le whisky, il n'y a que de malt, il n'y a que de l'eau et de l'orge, l'orge, ça me permettait vraiment de valoriser la culture agricole. Et l'eau, c'est quand même une de nos richesses ici en Belgique et en Wallonie. Donc voilà, la boucle était bouclée. C'était ce produit-là qui allait me permettre de mettre en valeur un peu notre terroir, notre bien-être, notre façon de vivre, même si on n'a jamais fait de whisky avant, mais ce n'est pas grave. Ici, on respecte le cahier des charges qui est défini par l'Écosse et l'Irlande au niveau européen, puisque c'est quand même ces deux pays-là qui étaient à la base. J'ai été en Écosse faire quelques petits travaux d'approfondissement, pas en dégustation, quoique, mais aussi, voilà, tout à fait. Là, j'ai été chez Jim McEwan, qui est distillateur auprès de la distillerie Bruichladdich. Ça s'écrit Bruichladdich, mais ça se dit Bruichladdich. Voilà, c'est sur l'île de Islay, une des îles où tu trouves les whiskies les plus tourbés, mais lui, il fait majorité de sa production faiblement tourbée, et puis un tout petit peu de sa production, 20% extrêmement tourbé. Et pour ce goût de tourbe, en fait, si tu reviens sur le début du process, on l'amène ou on ne l'amène pas au moment de malter l'orge. Quand l'orge a germé et qu'on le sèche, on peut le sécher avec de l'air sec. On aura un malt non tourbé, ce qui est le cas du Belgianol aujourd'hui. Ça va peut-être évoluer, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et alors, si on le sèche avec un feu de tourbe et la fumée et la chaleur du feu de tourbe, voilà, tu as ce grain qui va s'imprégner de ces petites senteurs et ces petits parfums de tourbe. Et alors, tu auras un whisky qui sentira aussi la fumée de la tourbe en finale de son vieillissement. Les plus grands whiskies tourbés, c'est Arberg, Lagavulin, Bowmore, enfin, quelques whiskies de l'île de Islay. Et dans les non tourbés ou faiblement tourbés, tu en as beaucoup d'autres, Glenmorangie, Glenfiddich, Macallan, Highland Park. Voilà, ça c'est la famille des maltes internationaux. J'ai encore une petite question. Dis-moi.
Est-ce que c'est vrai que le mâle, quand il a servi pour distiller, on le donne au bovin? Ben, au préalable, C'est vrai, ça fait oui, tout à fait. Ah ben, c'est toujours riche. En fait, tout vient de la terre et de la tradition. À l'époque, les fermiers, ben, ils avaient leur agriculture et ils avaient leur bétail. Et en hiver, ben, l'agriculture, ils ne pouvaient plus le faire, donc ils transformaient ce qui ne donnait pas à manger au bétail en distillat. Et en ce qui concerne les Écossais et les Irlandais, en futur whisky, même si au début ça n'avait pas ce nom-là, et puis ça l'a pris au fur et à mesure de son évolution. Et les drèches, donc ce qui revient, voilà, ce qui a été travaillé, toujours très riche. Donc ça peut continuer. Ce n'est plus alcoolisé. Hein. Non, non, pas de problème. Elles ne vont pas zigzaguer dans la pelouse. Hein. Quoi qu'elles... Non, du tout, du tout, du tout. Mais ça se fait. Ça se fait. Et ça se fait toujours aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne le fais pas parce que la production est artisanale, un peu trop, je vais dire, pardon? Il y a pour en nourrir un veau, voilà. Mais si demain, ben, parce qu'aujourd'hui je travaille à 100% avec ces 2 alambics de 500 litres, si demain l'économie fait que je peux avoir 2 alambics de taille un peu plus importante, ben, c'est sûr que les drèches, ben, on en fera quelque chose de valorisant. Soit qu'on les donne, soit qu'on achèterait des vaches, mais je ne crois pas, mais on donnera plus vite ces drèches-là où on les commercialisera sous une forme ou sous une autre vers voilà, un gars qui élève des vaches. Enfin, Merci Étienne Bouillon. Un plaisir. Hein? Pour cette belle explication. Ben, il reste la dégustation. Et on vous suit, hein? Oui. On vous suit dans 50 ans. Oui, oui, mais maintenant il y a la dégustation. Et puis si tu veux voir l'évolution du produit dans les bouteilles, tu peux. Ok. Ça, c'est le distillat, voilà. Donc, je vais dire non vieilli. C'est toujours incolore. Ça n'a absolument pas de couleur. Ça a seulement les senteurs et les parfums fruités et floraux qui viennent à la fermentation, qui sont vraiment en relation avec le terroir. Donc, ça, c'est un. Alors, ici, c'est après 8 mois de vieillissement. Tu as déjà un petit peu de couleur qui vient. Mais bon, c'est petit à petit, mais ce qui est plus important, c'est les senteurs et les parfums qui vont avec. Et ça commence un peu à bouger. Et puis alors là, tu as après 3 années, donc tous ces deux-là, ces 3-6 sont à 46 degrés, remis à 46 degrés, bien sûr, avec de l'eau. Donc là, tu as la couleur après, celle-ci, c'est 3 ans d'âge. Donc voilà. Et alors, celle-ci, c'est après 4 ans, mais brute de fût. Donc, c'est tel que le vieillissement l'a donné, toujours à 70 degrés environ, donc, alors que ceux-ci s'est remis à 46 degrés pour être dégustable un peu plus sympathiquement. Et donc, là, voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut trouver. Et alors, pourquoi commercialiser ces deux-ci qui ne s'appellent pas... Commercialiser le spirit drink. Voilà, tout à fait. Oui. Et pourquoi? Parce que moi, je suis curieux et j'imagine bien que je ne suis peut-être pas le seul être humain curieux à vouloir savoir qu'est-ce qu'un whisky avant d'être whisky. Qu'est-ce qu'un whisky pendant qu'il devient un whisky. Les whisky certainement tiennent un petit peu à savoir l'évolution. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle ben, je les embouteille comme ça. Ici, à part faire un peu de pain avec, je ne sais pas. Hein. Là, il faut vraiment faire de la farine et puis voilà. Mais il y a quand même une belle proportion d'orge dans chacune des bouteilles. Hein. Ceci dit, moi j'ai pris le hibou comme symbole pour la distillerie, tout simplement parce qu'il est porteur dans l'Antiquité grecque de deux symboles, c'est la sagesse et le savoir. Voilà. Ils viennent quoi, hein. C'est toujours sympa. Et alors c'est un petit tonneau comme celui-là. Donc ils sont venus avec Adja, qui présente. Voilà. Je ne la connaissais pas du tout, donc ouais. D'abord je croyais qu'ils venaient à 2, ils sont venus à 10. Ils commencent à me maquiller, moi j'aime me maquiller. Je dis, oh. Ouais. À côté comme ça, ou bien à côté du petit tonneau, ben, si tu es un traducteur, il est le bienvenu. Hein. Et puis voilà. Mais ce serait peut-être bien aussi que j'arrive à la faire en wallon. Hein. Mais il faudrait me donner quelques cours alors. Hein. Sous-titré flamand.
Ça, c'est le non vieilli. Donc, c'est... Les fils, les autres, ils produisent combien de temps, combien... Oh, mais je leur dis tout à fait bien. Moi, c'est maximum 20 000 bouteilles l'année. Toute petite note citronnée. Voilà. Ah, ça va aller mieux tout de suite. Oui. Ce ne sont que des céréales, hein. Rien de tel qu'un peu de céréales tous les matins pour démarrer la journée. Hein. Non, avec modération, toujours. Ainsi, par exemple, qui n'a pas de comparaison avec ce qu'on parle ici. Non, c'est tout à fait différent.